Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Mandarin TV Débat, dédiée aux nouvelles routes de la soie. Ce grand projet économique de la Chine est un axe stratégique majeur de la politique étrangère chinoise. Il englobe l'ensemble des voies maritimes et routes ferroviaires des marchandises qui relient le territoire chinois à l'Europe, en passant par l'Asie centrale, la Russie et ses marches, le Caucase, la mer de Chine et l'océan Indien. Cette initiative est-elle réalisable? Quel est son but? Vu d'Europe occidentale, faut-il avoir peur des nouvelles routes de la soie ou, au contraire, les considérer comme un vecteur de développement économique conjoint? Pour décrypter ce projet pharaonique de la Chine, je suis avec Adrienne Mugnière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Observatoire français des nouvelles routes de la soie. Quelle est la fonction de ce centre d'études? Alors tout d'abord, c'est un jeune centre d'études. Il a été créé en 2018, donc après 5 années d'observation et d'analyse des nouvelles routes de la soie. J'ai eu la chance d'être au cœur du lancement de l'initiative. Alors on parlera des acronymes peut-être après, qui ont beaucoup changé avec le temps. Je me trouvais dans les provinces de l'ouest de la Chine, en 2014-2015, et j'ai senti qu'il y avait véritablement un projet très important qui allait être lancé, tout d'abord au niveau intérieur et ensuite pour être exporté au niveau international. Donc le but de l'Observatoire français des nouvelles routes de la soie, c'est de alimenter le débat public à destination des francophones pour tenter de décrypter les enjeux, les opportunités et ensuite de voir à quel public on peut s'adresser. Donc le premier public naturel, c'est celui des étudiants, des doctorants, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le deuxième axe, il s'oriente plutôt vers les acteurs des entreprises et également des ministères qui pourraient être intéressés, notamment les transports ou encore l'éducation. Voilà. Donc c'est l'idée de faire foisonner des idées, des réflexions autour de ce projet et de le faire connaître. Parce que malheureusement, depuis le lancement, nous constatons que la majorité des travaux sont en langue anglaise. Il était, je pense, opportun de lancer véritablement un centre d'études dédié spécifiquement aux routes de la soie. Et non pas, on ne traite pas de tous les sujets qui touchent à la Chine, mais bien réellement que des routes de la soie. Voilà. Ce projet porte des noms variables dans les différentes langues. En chinois, on dit « Sichou Zhilu Jingji Dai », qui signifie « ceinture économique de la rue de la soie ». En anglais, on dit Belt and Road Initiative, c'est-à-dire initiative ceinture et route. Pouvez-vous nous préciser quels sont les axes géographiques de la nouvelle route de la soie, quel modèle économique le projet suit-il et quelles sont les ambitions de la Chine par rapport à ce projet? Alors tout d'abord, pour revenir sur les acronymes qui existent dans les différentes langues, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile pour le grand public de comprendre véritablement le vrai nom que portaient les nouvelles routes de la soie. Donc il a été décliné, c'est vrai, en plusieurs langues. Ça a tout d'abord débuté avec OBOR, One Belt, One Road, et ensuite la BRI, Belt and Road Initiative. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu flou au départ, mais ensuite il y a eu, je dirais, une professionnalisation au niveau diplomatique, avec des termes fixes qui ne bougent plus aujourd'hui dans toutes les langues et qui doivent accompagner la communication officielle finalement qui est faite sur tous les continents. Donc alors ce qui concerne les axes géographiques, alors évidemment on connaît les plus connus qui sont les routes de la soie terrestres et maritimes, donc les corridors qui partent de l'intérieur de la Chine ou de ports et qui vont en direction de l'Europe. C'était quand même le grand objectif premier, c'était d'aller vers l'Europe. Et ensuite les routes maritimes qui partent vers les détroits de Malacca, qui remontent vers le golfe d'Aden et qui vont se jeter dans la Méditerranée où la Chine a beaucoup investi ces dernières années. Donc voilà, nous avons plusieurs corridors, mais aujourd'hui, après une fine analyse de la BRI, on peut dire que elle est partout, elle est sur tous les continents et qu'il n'y a même plus de route naturelle aujourd'hui. Car la définition même de la BRI touche aujourd'hui des secteurs qui vont au-delà du but originel qui était donc d'améliorer les infrastructures, d'améliorer la connectivité
donc des infrastructures entre les continents pour densifier le commerce mondial et faire de la Chine le cœur et le centre des exportations. Comme on voit, hein, la grande majorité des entreprises, évidemment, sont des entreprises d'État et qui vont mener les projets, nombreux projets. Hein. Aujourd'hui, on arrive en 2022 avec plus de 800 milliards de dollars investis. Donc ça commence à faire. Il y a eu un ralentissement, on pourra peut-être y revenir par la suite. Mais c'est vrai que les grandes routes connues terrestres, les 73 routes ferroviaires, fonctionnaient jusqu'aux derniers événements géopolitiques récents en Ukraine. Mais voilà, on est arrivé à un degré de développement véritablement qui fonctionne et qui est bien établi un peu partout sur tous les continents. Dans la presse occidentale, cette initiative est souvent vue comme une stratégie d'influence de la Chine qui passe par le commerce pour des fins diplomatiques et géopolitiques, voire militaires. La question se pose régulièrement. Faut-il avoir peur de nouvelles routes de la soie? Quel est votre avis? Alors moi, mon avis, en tout cas, c'est qu'il faut avoir peur d'aucune initiative, aucun projet qui est offert au monde, offert au pays. Le but, c'est évidemment de regrouper un grand nombre de pays dans cette initiative. Évidemment, on ne va pas être naïf, c'est-à-dire que la Chine a un intérêt, elle ne va pas offrir quelque chose au monde et au pays sans rien recevoir en retour. D'ailleurs, tous les grands pays qui ont offert des projets, je pense évidemment à la France quand elle était présente massivement en Afrique, les États-Unis qui sont venus reconstruire l'Europe, chaque grande nation avait un projet et avait des intérêts. Donc évidemment que la Chine en a. Toutefois, il y a une approche qui est différente. Parce que je considère que les projets, un grand nombre de projets sont positifs, c'est-à-dire qu'ils ont des retombées positives pour les populations et pour les économies des pays, on dit en voie de développement ou à revenu intermédiaire, bref. Et cela n'est jamais mis en avant dans les articles notamment anglo-saxons, et dans la couverture médiatique. Et ça pose un problème. Alors moi, je l'analyse depuis le temps, je commence à comprendre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître les aspects positifs de cette initiative. Comme tout projet, il y a des points évidemment à améliorer. Il y a eu des soucis sur certains continents, mais aucun projet fonctionne en un claquement de doigts. Donc voilà, il y a évidemment un regard idéologique qui est porté sur la BRI. Ça pose un problème, moi j'appelle ça déontologique, quand on fait des recherches, quand on fait du travail académique, c'est-à-dire qu'on doit tout dire. On ne doit pas simplement s'orienter que sur le négatif. Et nous, on essaye justement voilà, de débusquer ces idées reçues, parce que finalement, le seul argument qui existait dans la presse anglo-saxonne, c'était le fameux piège de la dette. On a toujours entendu ce fameux piège de la dette. Et quand on regarde de plus près, nous on a analysé certains pays, on voit que la dette est structurée non pas exclusivement envers la Chine, mais envers la Banque mondiale et d'autres pays. Et quand on regarde globalement la dette, on peut se dire que finalement c'est beaucoup plus complexe. Et bien évidemment, il est très rare de voir des articles ou des couvertures médiatiques pour dire que la Chine échelonne les dettes, annule les dettes, comme le fait par exemple la France avec certains pays africains, amis. Donc voilà, il y a une couverture médiatique qui est problématique, ça c'est sûr. Et nous on essaye, mais on n'est pas dans le médiatique, hein, voilà, nous on est dans le travail de recherche et on essaye de présenter un regard réaliste au sens des relations internationales, c'est-à-dire qu'on regarde les faits, mais tous les faits, pas seulement ceux qui nous conviennent. Donc voilà, oui, il y a un réel problème d'image encore, et nous travaillons à partager la réalité des nouvelles routes de la soie. Selon Thomas Gomard, qui est directeur de l'Institut français de relations internationales, je cite, « Cette initiative doit se comprendre comme un outil de restructuration de la gouvernance mondiale. » Êtes-vous d'accord? Et encore une fois, quelles sont les ambitions de la Chine, selon vous? Alors évidemment, derrière ce projet, qui, je le rappelle, a pour but de regrouper le plus grand nombre de pays sur le plus grand nombre de continents, et évidemment les ambitions sur nos grandes nations européennes vieillissantes, ce n'était pas le premier objectif. Le premier objectif était de viser des pays
africains, des pays d'Amérique latine et des pays d'Asie du Sud-Est. Et également d'Asie centrale, parce que c'était donc le passage des routes. Oui, je suis plutôt d'accord sur cette remarque, car en effet, quand je dis que la Chine a un intérêt, c'est qu'en offrant cette opportunité de coopération à travers ces projets, et donc les retombées économiques qui vont en tirer, ces pays, il y a l'idée que la Chine va, comme les États-Unis ont imposé le dollar il y a des dizaines d'années, la Chine va imposer ses normes, sa vision du monde et peut-être un jour sa monnaie, mais c'est tout naturel quand on est dans une relation et quand on développe toutes ces ambitions à travers ces projets et ces retombées économiques. Les investissements sont massifs, comme je le disais, voilà, on n'investit pas pour rien, donc l'ambition c'est de faire de la Chine un partenaire véritablement incontournable avec le plus grand nombre de pays. Et parfois on voit des cartes un petit peu tournées de voir le premier partenaire économique d'un pays et on voit qu'au fil des années, la Chine commence à être le premier partenaire dans de nombreux pays au détriment des États-Unis et de la France. J'ai toujours l'exemple du Sénégal justement parce que on était implanté la France depuis les guerres de décolonisation et finalement aujourd'hui la Chine est passée première au Sénégal. C'est un signe voilà, avant-coureur de ce qui va se passer un peu partout, mais j'ai envie de dire c'est totalement logique. La première puissance mondiale, à terme, ça sera la Chine dans le XXIe siècle. Donc voilà, les ambitions, elles sont peut-être pas toujours affichées, mais c'est une grande nation, donc par conséquent, voilà, l'objectif est clair, c'est devenir incontournable dans le commerce mondial et de nouer des relations sereines et humaines, peut-être plus humaines, pas faire les mêmes erreurs que certains ont fait, dont la France, en Afrique notamment. Voilà. Et quels sont les enjeux majeurs alors et l'obstacle pour la Chine dans ce projet? Alors oui, les obstacles sur les nouvelles routes de la soie, au départ ça se passait très bien finalement. Dans tous les corridors, les routes terrestres se sont développées, les routes maritimes, la Chine était devenue incontournable, les investissements dans les ports méditerranéens, l'Amérique latine qu'on ne voyait pas dans le projet est venue s'incruster également. Et depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a véritablement des petits soucis qui vont devoir être réglés par le pouvoir central, notamment évidemment, le Covid que tout le monde connaît aujourd'hui et qui a ralenti un grand nombre de projets, des projets importants en Asie du Sud-Est, en Afrique, au Moyen-Orient. Il a été difficile de faire finalement tourner la main-d'œuvre et faire revenir la main-d'œuvre. Aujourd'hui, les coûts des matières premières pour tous ces projets augmentent et arrive évidemment le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui va avoir des conséquences, je dirais, globales et très importantes, tant sur la position de la Chine sur l'échiquier mondial que sur les développements de projets et la poursuite finalement des routes terrestres notamment. Donc les obstacles sont nombreux, il y a aussi des autres obstacles en ce qui concerne le terrorisme qui malheureusement gangrène plusieurs territoires où des projets sont implantés, dans le corridor sino-pakistanais. En Afghanistan, avec l'arrivée des talibans, la Chine a voulu se placer, mais il y aura malgré tout des problèmes parce qu'il reste des poches de l'État islamique. Et puis en Afrique, avec un pays clé qui est le Nigeria, pour les projets de développement de voies ferroviaires, où là, plusieurs voies ferroviaires ont été attaquées par des groupes terroristes. Donc oui, il y a des défis, mais finalement on n'achève pas un grand projet sans défi, sans difficulté, et on arrive là, oui, ça va faire 2023, 10 ans depuis le lancement, en 2013, le discours de Xi Jinping. Donc bon, il y a des défis encore à surmonter et j'ai envie de dire que la Chine a des problèmes également internes à gérer. Ils ne peuvent pas penser que aux routes de la soie. Il va falloir justement en termes d'investissement et de pouvoir financier, voir si cela est possible de maintenir les niveaux d'investissement qui existaient en 2015, 2016. Là on a baissé, la dernière année on était à 60 milliards. Et on est sur une pente vraiment descendante. Donc il va falloir se réinventer et on pourra peut-être en parler par la suite sur d'autres secteurs que les secteurs naturels, que sont les gros projets qui demandent des investissements très importants
comme les centrales, comme les voies ferroviaires, les ports. Il va falloir se réinventer dans d'autres domaines, peut-être les télécommunications, l'éducation et la partie toute la route de la soie verte également, qui est un enjeu majeur dans les années à venir. En 2021, le G7 s'est réuni en Angleterre pour bâtir un projet destiné à contrecarrer les nouvelles routes de la soie. Donc, ce qui est intitulé Build Back Better World ou B3W, dans une logique de coopération indo-pacifique. Selon vous, ce projet alternatif serait-il capable de rivaliser le projet chinois? Alors, pour l'instant, ce projet en est resté à la communication. Moi, de ce que j'ai, c'est véritablement un communiqué, d'ailleurs dans toutes les langues. Ça veut dire malgré tout que le G7 veut s'adresser à tous les pays qui pourraient être impactés par les routes de la soie. Toutefois, depuis cette annonce, on n'a rien vu véritablement venir, ni en termes de financement, c'est que des effets d'annonce. Certes, les objectifs sont les mêmes que les nouvelles routes de la soie, c'est investir dans les infrastructures des pays à revenus intermédiaires. Oui, mais l'acteur chinois est déjà là et il est souvent choisi au détriment des autres parce qu'il ne faut pas croire que dans les projets qui sont mis en place par la Chine depuis 2013, dans le cadre des nouvelles routes de la soie, il n'y a pas que des entreprises chinoises qui postulent à ces offres de marché pour construire un port, pour construire une voie ferrée. Il y a également des entreprises d'autres pays et ils ne sont pas choisis. Donc finalement, l'acteur chinois est déjà présent. Moi, je doute un petit peu de ces initiatives concurrentielles. Il n'y a pas seulement celle-ci, il y a également des initiatives du Japon, de l'Europe, mais de l'Europe, ça sera dans un périmètre, je dirais, limité, l'Europe de l'Est, pour contrer, entre guillemets, les investissements chinois dans les Balkans notamment. Voilà. Pour l'instant, je reste très dubitatif sur la portée de cette initiative. En tout cas, elle ne peut pas concurrencer à court terme, ça c'est sûr, les nouvelles routes de la soie, ça j'en suis certain. Et quel regard porte l'Europe et en particulier la France vers les nouvelles routes de la soie? Alors là, vaste débat, car on pourrait découper l'Europe finalement. Il y a l'Europe de l'Est qui était parmi les premiers acteurs et récepteurs d'investissements chinois, la Pologne, la Hongrie. Il y a eu également tous les pays des Balkans. Je rappelle que la Serbie est un acteur aujourd'hui incontournable avec une relation sereine dans de nombreux secteurs, à la fois militaires, économiques, infrastructures, sociales, le Covid, les vaccins chinois, bref. Donc la partie Europe de l'Est qui ont un retard de développement au niveau des infrastructures, qui ont donc des besoins, parce que je le rappelle que les nouvelles routes de la soie répondent à des besoins. C'est jamais assez répété, mais on répond à des besoins des populations et des pays. Donc voilà, il y a une partie de l'Europe qui a encore besoin, je dirais, de la Chine. Et il y a le rôle de l'Allemagne. Alors le rôle de l'Allemagne, il faut en parler parce que c'est une relation un petit peu hypocrite par rapport aux nouvelles routes de la soie, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas intégrer, évidemment, parce que ça serait un revers à l'allié américain. Toutefois, ils sont engagés dans les routes de la soie. Moi, je dis toujours, l'Allemagne a toujours été engagée par ses trains. Ils pouvaient avoir dans la gare de Duisbourg 2 trains par jour qui arrivaient de Chine à certaines périodes, en 2016-2017. Donc ils ont toujours refusé d'annoncer qu'ils participaient, mais l'Allemagne a toujours su profiter parce qu'ils ont eu du fret ferroviaire de qualité, contrairement à la France. Ils étaient donc la porte finalement d'entrée des trains venant de Chine. C'est vrai que nous on a un gros problème, la France, c'est que on est le bout du continent entre guillemets, donc c'est déjà plus compliqué. Mais oui, l'Allemagne, ça m'a toujours fait sourire cette relation qu'ils ont. Ils ont exporté tout le fruit du travail de leur industrie vers la Chine. Ils ont même exporté des Porsche, des BMW, enfin bref, tous leurs gros fleurons automobiles. Alors là, ça va évidemment s'arrêter avec la guerre en Ukraine et les sanctions. Et en ce qui concerne la France, la France n'est pas intégrée, on peut clairement, ne va pas intégrer le projet pour les mêmes raisons, des raisons idéologiques, géopolitiques. Elle ne peut pas, malgré ses appels à l'indépendance
et à la souveraineté, je ne pense pas qu'elle franchira le pas. Alors on a toujours parlé du fameux train qui arrivait à Lyon, le train de fret, mais c'est l'arbre qui un peu cache la forêt du vide qui existe, hein. Le fret français est d'un niveau assez catastrophique, il faut bien le dire, par rapport à d'autres pays européens. On a beaucoup de mal à remplir les trains pour repartir en Chine, contrairement à l'Allemagne qui réceptionne des denrées de Hollande, du Danemark, de la Belgique. Voilà, on n'est pas très bien placé géographiquement, alors ça on n'y peut rien, mais en termes de relations avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie, on est sur une relation dans le cadre de projets, notamment en Afrique. Par exemple, la Chine construit, la France oriente entre guillemets et apporte son savoir-faire dans un domaine particulier, et on est sur une relation à trois avec le pays hôte, la Chine et la France. La France est limitée à ça pour l'instant, pas plus. Et ensuite, on a des relations qui sont finalement pas si éloignées d'une relation bilatérale. Et je ne vois pas la différence entre une relation bilatérale entre la Chine et la France et les routes de la soie, parce que la France continue de faire des recherches communes dans le monde universitaire, met en avant une entreprise dans un investissement chinois, mais ça ne va pas plus loin. Et finalement, ça pouvait être déjà fait de manière, comme je vous dis, bilatérale, et non pas dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Alors la Chine pourra peut-être reprendre ce narratif en disant, voilà, vous voyez, il y a la France, la Belgique, l'Allemagne qui collaborent. Là, le Danemark a signé un partenariat dans tout ce qui touche à l'énergie verte. Les pays d'Europe de l'Ouest auraient pourtant des opportunités et vraiment des moyens, des connaissances à faire partager. Toutefois, il y a une retenue qui est malheureusement politique et géopolitique. Vous avez dit que la Chine a répondu aux certains besoins dans ces pays émergents, pour la plupart. Pourquoi la France ou d'autres pays n'ont pas pu répondre à ce besoin-là? Alors déjà, en termes d'infrastructures, des grosses infrastructures, les entreprises chinoises sont structurées pour intervenir dans ces pays-là. Il y a de la main-d'œuvre. En France, on le voit déjà au niveau national, la main-d'œuvre n'est même pas plus française. Et donc, les pays occidentaux, globalement, j'aime pas trop utiliser la remarque occidentale, mais la France et les États-Unis n'ont pas de main-d'œuvre pour aller construire quelque chose dans ces pays-là. Comme je dis, c'est souvent la Chine qui fait le sale boulot parce que c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'argent et ce n'est jamais mentionné. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite un port où là, influence chinoise, investissement, faut-il avoir peur. Mais les autres pays finalement n'ont qu'une réponse à apporter, c'est ça. Mais ça cache quoi? Ça cache qu'ils ne peuvent pas faire le même travail. Évidemment, après, il y a des questions d'endettement. La Chine s'endette sur certaines entreprises pour aller construire ces projets, ce que la France ne pourrait pas faire. On est déjà endetté massivement au plan national. Donc la France et les États-Unis, par exemple, ou d'autres, comme le Royaume-Uni, vont aller essayer de chercher, ou le Japon, des développements dans des secteurs où la Chine ne peut pas, je dirais, apporter la connaissance et l'expertise. Mais ça ne touche pas au cœur des nouvelles routes de la soie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que là, le seul acteur sur les infrastructures, c'est la Chine aujourd'hui. On va voir comment ils vont se reprendre avec la crise et les obstacles qu'on a mentionnés. Mais aujourd'hui, non, ils n'ont pas les moyens humains et financiers de mener une politique concurrentielle et identique. Pour revenir sur la guerre en Ukraine, Ouais. quelles retombées géoéconomiques et géopolitiques peut-on voir à cause de ce conflit? Alors déjà globalement, si on parle de la Chine, je dirais que la Chine, va falloir qu'elle se positionne. La position de la Chine va influer sur savoir si elle est un partenaire encore, je dirais, pas loyal, mais sur le plan des relations internationales, si elle pourra encore parler à l'Occident. Si elle se range directement vers la Russie, ça serait une erreur, je pense. Et si elle reste, comme toujours, elle-même neutre, souveraine, elle offre son discours, elle appelle à la paix, comme elle l'a toujours fait depuis 1955 d'ailleurs, à la conférence de Bandung. Je parle de l'acteur chinois. Après, globalement, évidemment, il y aura des impacts terribles sur les routes de la soie. Là, elles sont à l'arrêt
au niveau ferroviaire, parce que le corridor central est le plus important, passé par la Russie. Donc la Russie, l'Ukraine, il arrivait en Allemagne. C'est plus possible à cause des sanctions. Les sanctions européennes, mais les sanctions russes également. Donc dans les deux sens, c'est plus possible. Donc c'est à l'arrêt. Et je pense que la Chine vit très mal, malgré tout, les conséquences de ce conflit. Il y a quelque chose que l'on mentionne très rarement ces dernières semaines, mais c'était la relation qu'avait la Chine avec l'Ukraine. Je rappelle que l'Ukraine est membre des routes de la soie hein, depuis 2017. Ils avaient signé un mémorandum avec la Chine sur les infrastructures, les mêmes infrastructures qui sont aujourd'hui soit bombardées par les Russes, soit qui se sont fait exploser par les Ukrainiens pour pas que les Russes avancent trop vite. Donc je pense que voilà, la Chine a su imposer une condition, mais elle n'est pas majeure, c'est de ne pas attaquer l'Ukraine pendant les Jeux Olympiques. Ça a été la seule condition qui a été imposée. Le reste, la Chine l'a vraiment, je pense, entre la gorge, à travers la gorge, parce que les conséquences vont être terribles pour les routes de la soie. Déjà, et puis pour la relation qu'elle a avec l'Ukraine, parce que les investissements étaient massifs dans les ports. On parle de Mariupol, on parle de Odessa. Voilà, la Chine avait investi des millions d'euros, les entreprises chinoises étaient présentes en Ukraine. Donc voilà, j'aime bien rappeler ça parce que c'est rarement mentionné. Et donc la relation russo-chinoise, on va voir comment elle va évoluer avec le temps et après ce conflit, parce que la Chine voit comment est traitée la Russie en conséquence de son invasion par les pays occidentaux. Même si je considère que la Chine est beaucoup plus solide, a les reins beaucoup plus solides que la Russie, elle voit ce qui pourrait lui arriver si elle fait un faux pas ou si on l'entraîne à faire un faux pas. Voilà, donc les retombées sont importantes pour le projet, et puis la Chine observe. Elle observe, mais il va falloir qu'elle se positionne et ça sera le plus compliqué, je pense, pour elle. Et quel sera son positionnement? Moi, je pense qu'elle va conserver il faut qu'elle conserve cette position d'indépendance, de souveraineté, mais elle va être prise en étau parce qu'il y a eu une violation de la souveraineté de l'Ukraine, du territoire ukrainien. Donc voilà, je pense qu'elle va toujours chercher des mécanismes de paix à l'ONU notamment. Elle va continuer de parler avec l'Europe pour être un interlocuteur et trouver un chemin vers la paix et l'apaisement, mais honnêtement, on vit l'histoire, donc c'est difficile de voir comment ça va finir, mais la partition de l'Ukraine serait terrible, hein, parce que là, on aurait une situation à la coréenne, à la Vietnam, du Vietnam, que faire? C'est-à-dire qu'on va rester pendant des années, des dizaines d'années sur ces positions-là, et ça va être un affrontement, c'est une nouvelle guerre froide. Et la Chine a une relation aujourd'hui avec la Russie qui est solide, dans le temps long. Même une amitié. Une amitié, comme ils l'ont bien dit. Voilà, ça va être délicat, je pense, de s'en sortir au vu de la réaction des Européens et des Occidentaux, parce que finalement c'est ça qui est le plus surprenant, même moi ça m'a un peu surpris, c'est-à-dire qu'ils ont sauté sur l'occasion pour tenter d'asphyxier la Russie. Comment va faire la Chine? Mais la Chine est au-dessus de ça, je dirais. Parce que comme on le mentionnait, les routes de la soie, son rôle dans le commerce, c'est sur tous les continents. Donc elle n'a pas que du gaz ou du pétrole comme la Russie à offrir au monde. Elle a autre chose, notamment ses ports, où part tout le commerce mondial. Donc voilà, je pense que je ne fais pas de pronostic. Limite, est-ce que la Chine va essayer de trouver une réorientation du flux commerciaux? Oui, de toute façon, elle sera forcée parce que sinon ça va faire des congestions importantes. Déjà, il y a le corridor central qui passe par le Kazakhstan, qui passe par l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie. C'est un peu un corridor étrange pour arriver jusqu'en Europe. Mais tous les trains passent dorénavant sur cette voie. Mais les infrastructures ne sont pas faites pour supporter autant de passages. Ça demande une réorganisation du secteur
des transports de tous les pays. Mais oui, évidemment, ça va être intéressant sur ce corridor-là. Et évidemment, reprendre les routes de la soie maritime et les renforcer. Mais il y a aussi un problème de coût et de congestion dans les ports. Donc, ils sont un petit peu bloqués pour ça. C'est vrai que là, le cœur des routes de la soie est un peu dans le flou et dans le brouillard. C'est vrai. Parce qu'à ce moment, quelles sont les routes les plus sûres? Et quelles sont les routes qui sont en train d'être développées, mais n'ont pas pu à cause de la guerre ou aussi le Covid? C'est-à-dire que les routes les plus sûres, ça reste quand même les routes maritimes, mais elles sont beaucoup plus longues. Donc c'était aussi l'intérêt des routes de la soie ferroviaire, c'est que c'était rapide, c'était plus cher, mais c'était plus rapide. Et donc là, oui, il va falloir se réinventer. Il ne faut pas oublier que là, on parle sur l'aspect européen, les trains qui vont vers l'Europe, mais il ne faut pas oublier les trains qui vont en Asie du Sud-Est, via Chongqing. Donc là, ça fonctionne et ça va repartir beaucoup plus rapidement qu'en Europe, évidemment. Même s'il y a, comme on l'a dit, des soucis avec la Birmanie et puis des contestations dans certains pays comme le Cambodge ou le Laos. Mais il y a des achèvements qui sont aujourd'hui bien menés. Donc oui, il va falloir se réinventer via les routes du Sud, via les routes maritimes et je dis d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec les infrastructures et qui vont demander d'autres besoins et d'autres investissements d'entreprises qu'on n'a jamais vus encore engagées dans les routes de la soie. Et la question climatique est-elle prise en compte dans les schémas des nouvelles routes de la soie? Alors, la question climatique, on en a beaucoup parlé justement par rapport aux trains, parce qu'on disait les trains c'est écologique. Oui, mais en même temps, les critiques des routes de la soie mentionnaient les projets qui étaient liés au charbon, notamment, et dans les pays en voie de développement, donc ça posait un problème. Il y a eu un effort qui a été fait par rapport à 2015 et les fameux accords de Paris sur le climat, et là, il y a eu une prise de conscience de la diplomatie chinoise. Ils ont commencé à publier des papiers, ils ont commencé à créer des normes environnementales, à essayer d'appliquer à leurs propres entreprises pour avant tout éviter les critiques, mais en même temps être en accord avec ce qu'ils avaient signé à Paris, où le rôle de la Chine était important. Ils avaient fait des efforts pour jouer sur les fameux 2 degrés là, qu'on mentionne toujours. Donc oui, ça a été envisagé, mais que dernièrement finalement, cette route de la soie verte officielle, vraiment officielle. Les publications, il y en a eu en 2021, juillet et janvier 2022, donc tout récemment, où là, la Chine s'engage à appliquer des normes environnementales de niveau, je dirais, respectueuses des ODD des Nations Unies sur le développement durable. Alors il n'y a pas de contraintes judiciaires, il n'y aura pas un tribunal qui va venir contrôler, même le pays hôte ne pourra pas contrôler. Mais toutefois, ça marque quand même une volonté d'être avec des standards environnementaux hauts et respectueux de l'environnement. Donc oui, les papiers qui ont été publiés vont dans la bonne voie et on peut aujourd'hui parler de route de la soie verte avec la déclaration de Xi Jinping qui va interdire, entre guillemets, de financer des projets à base de charbon dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Et ça, c'est une avancée majeure. On n'en parle pas assez, mais nous, on a créé une carte interactive à l'Observatoire qui répertorie les projets, verts notamment, et on constate que les entreprises chinoises sont véritablement engagées dans le photovoltaïque, dans l'éolien, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et même en Europe, en Grèce. Donc il y a des stratégies qui sont vraiment ambitieuses dans le développement durable et j'ai envie de dire c'est incontournable aujourd'hui. On entend parler dans tous les domaines et la Chine va devoir suivre cette voie verte des nouvelles routes de la soie pour être irréprochable et en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Et quel progrès cette initiative pourrait-elle apporter dans le domaine aussi de la technologie, l'éducation et la culture? Et justement, c'est vrai que quand on parle de définition des nouvelles routes de la soie, on en reste à ce que j'ai parlé parce que c'est le cœur, malgré tout, des infrastructures. Mais on note qu'avec ces obstacles récents, le Covid, la Chine s'est réinventée sur le sujet
et a mis en avant les secteurs de l'éducation, des télécommunications, de la culture. Et aujourd'hui, finalement, l'initiative de la ceinture et la route, c'est tout. C'est toute l'action extérieure de la Chine. Il faut bien le reconnaître. Et là, on a vu dernièrement en Afrique l'ouverture d'un troisième école de formation professionnelle. Voilà, il y a un envoi massif d'enseignants, de professeurs pour former sur place, un développement dans les télécommunications pour électrifier tous les villages, avoir accès à la 4G. Il y a tout un effort qui est mis en avant parce qu'il faut se réinventer. C'est-à-dire déjà c'est moins d'investissement, c'est à plus petit niveau, mais ça a un plus gros impact sur les populations. Les gouvernements africains notamment, ça les arrange que la Chine vienne combler ce vide. Donc oui, il y a une réorientation claire ces derniers mois des investissements dans des secteurs qui, au départ, n'étaient vraiment pas privilégiés par les routes de la soie. Donc ça va être curieux de voir qu'est-ce que ça va donner en effet dans les mois à venir, et notamment en Amérique du Sud, dans les télécommunications. Il y avait des besoins importants parce que des zones montagneuses et là on voit la Chine qui a pris la place des États-Unis, c'est leur précaré, de l'Amérique latine, dans ce secteur. Donc oui, intéressant. Et c'est logique, quand on freine sur les infrastructures lourdes, on se rabat sur ce qu'on sait faire. Et la Chine sait faire parce qu'elle a pareil des entreprises très importantes. Huawei, et puis même tout ce qui touche à la téléphonie. Aujourd'hui, tout le marché de la téléphonie en Afrique, en Asie du Sud-Est, est fait avec des marques, alors peut-être pas Huawei, mais Oppo, Vivo, enfin bref, d'autres marques moins connues et qui aujourd'hui sont devenues incontournables. Donc voilà, il y a des investissements aussi, il n'y a pas que de la vente, il y a des investissements dans ces secteurs. Et je pense que c'est intelligent finalement de réorienter dans cette partie du monde qui a des besoins autres que ces infrastructures. Merci beaucoup Adrien Mugnier d'être venu sur le plateau de Mandarin TV aujourd'hui. À bientôt. À bientôt.